Imagine un instant, une tempête émotionnelle qui menace de tout emporter sur son passage. Comment garder la barre et ne pas sombrer? Chaque jour, nous sommes secoués par des événements imprévus. Des paroles blessantes, des réactions qui ne dépendent pas de nous. Cette vidéo vous invite à plonger dans une philosophie millénaire, le stoïcisme, pour découvrir comment reprendre le contrôle de vos émotions grâce à 5 habitudes puissantes. Ce ne sera pas juste de la théorie, mais un véritable guide de survie mentale, où la discipline devient votre bouclier, la clarté, votre boussole. Vous verrez comment distinguer, avec une précision presque chirurgicale, ce qui est sous votre contrôle et ce qui ne l'est pas. Parce que c'est là que se joue toute la bataille intérieure contre le stress, la colère, la peur. Apprenez à dominer ce premier souffle émotionnel, ce réflexe qui nous fait trop souvent perdre pied, pour répondre avec calme et force, au lieu de simplement réagir. Vous comprendrez pourquoi prendre soin de votre esprit est aussi vital que prendre soin de votre corps, et comment de simples gestes quotidiens peuvent vous préserver d'une agitation mentale destructrice. Mais ce n'est pas tout. Nous explorerons aussi l'impact profond des personnes qui nous entourent. Choisir ses compagnons comme on choisit ses armes, pour fortifier son caractère et éviter les influences toxiques qui sapent votre paix intérieure. À la fin, vous verrez que cette maîtrise émotionnelle n'est pas un exploit isolé, mais un entraînement quotidien, une habitude qui forge une résilience durable et une vie équilibrée. Cette vidéo, à la fois inspirante et pratique, vous emmène dans un voyage où la philosophie stoïcienne devient une arme secrète, un art de vivre qui vous promet non seulement la maîtrise de vos émotions, mais la conquête de votre propre liberté intérieure. Voici les 5 habitudes puissantes qui seront dévoilées pour vous guider, pas à pas, dans cette transformation. 1. Distinguez ce que vous pouvez contrôler. 2. Maîtrisez le premier impulsion émotionnelle. 3. Cultivez la discipline mentale quotidienne. 4. Filtrez les informations qui troublent votre esprit. 5. S'entourer de personnes inspirantes. Si cela fait sens pour vous jusqu'ici, aimez la vidéo et partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre cela. Votre soutien permet à ces réflexions de toucher ceux qui cherchent la clarté et la force intérieure. Nous avons déjà exploré comment distinguer ce qui est sous notre contrôle et comment maîtriser cette première impulsion émotionnelle qui peut nous faire dévier de notre cap. Mais la véritable force ne réside pas seulement dans la réaction face à l'inattendu. Elle se forge aussi, et surtout, dans la proactivité, dans la manière dont nous cultivons notre jardin intérieur au quotidien. C'est ici qu'intervient notre 3e habitude essentielle. 2e, cultiver la discipline. La discipline mentale, loin d'être une contrainte, est une libération. C'est l'entraînement quotidien de notre esprit pour qu'il ne soit pas une feuille emportée par le vent des circonstances, mais un roc face aux tempêtes. Pour les stoïciens, l'esprit est notre forteresse la plus précieuse. Et cette forteresse nécessite une garde constante, un entretien rigoureux. Imaginez un athlète qui ne s'entraînerait que le jour de la compétition. Absurde, n'est-ce pas? De même, il est illusoire de penser que nous pourrons faire face aux défis émotionnels de la vie sans une préparation mentale quotidienne. Cette discipline se manifeste par plusieurs pratiques concrètes, des rituels qui, intégrés à notre routine, transforment progressivement notre paysage intérieur. L'une des plus puissantes est la tenue d'un journal. Non pas un journal intime de confession, mais un journal de bord philosophique. Chaque soir, à l'instar de Sénèque qui questionnait ses actions et ses réactions, prenez quelques instants pour revoir votre journée. Qu'est-ce qui vous a irrité, réjoui, surpris? Comment avez-vous réagi? Auriez-vous pu agir différemment, de manière plus vertueuse, plus calme? Ce n'est pas un exercice d'autoflagellation,
mais de lucidité. Il s'agit d'identifier les schémas récurrents de votre pensée, les pièges émotionnels dans lesquels vous tombez souvent et les progrès, même minimes, que vous avez réalisés. Par exemple, peut-être avez-vous été agacé par le comportement d'un collègue. En l'écrivant, vous réalisez que votre agacement ne venait pas tant de son action elle-même, mais de votre attente qu'il agisse différemment. Journal devient un miroir qui vous permet de voir vos propres jugements, vos préconceptions, et de les ajuster. C'est un dialogue avec soi-même, un cheminement vers une meilleure compréhension de son propre fonctionnement mental. Marcus Aurèle n'écrivait-il pas ses pensées pour lui-même, comme un manuel de survie dans les méandres de son propre esprit? Une autre facette cruciale de cette discipline est la préméditatio malorum, la préméditation des mots. Loin d'être un exercice pessimiste, c'est une préparation mentale. Avant de commencer votre journée ou un événement important, prenez un moment pour envisager les difficultés potentielles. Non pas pour les attirer, mais pour les anticiper. Et si mon projet échoue? Et si je reçois une critique injuste? Et si la personne que j'attends n'arrive pas? Envisager ces scénarios, c'est désamorcer une partie de leur pouvoir émotionnel. Si vous avez déjà pensé à la possibilité d'un échec, la nouvelle de l'échec ne vous prendra pas totalement au dépourvu. Vous aurez déjà mentalement commencé à élaborer une réponse, non pas une réaction paniquée, mais une réponse mesurée, réfléchie. C'est comme un pompier qui s'entraîne à éteindre un feu avant qu'il ne se déclare. Il est prêt, et sa préparation lui confère un calme que l'improvisation ne peut offrir. Cette pratique nous aide à accepter l'incertitude et la fragilité inhérente à la vie. Nous nous rappelons que tout peut nous être retiré à tout moment. Cette conscience n'est pas destinée à nous rendre malheureux, mais à nous faire apprécier ce que nous avons maintenant et à nous détacher des choses extérieures, reconnaissant qu'elles ne sont que prêtées. Par exemple, au lieu de craindre la perte de votre emploi, vous pourriez envisager: si cela arrive, quelles seraient mes options? Comment puis-je me préparer dès maintenant? Cette préparation mentale réduit l'anxiété et renforce votre capacité à rebondir. Enfin, la discipline mentale passe par la gestion de notre attention. Dans un monde saturé de sollicitations, notre attention est la monnaie la plus précieuse. Les stoïciens, bien avant l'ère numérique, savaient l'importance de se concentrer sur l'essentiel. Cela implique de choisir délibérément où nous dirigeons nos pensées. Lorsque des pensées négatives, des ruminations ou des jugements inutiles surgissent, la discipline mentale nous permet de les reconnaître, de les examiner brièvement, puis de les laisser passer, sans leur accorder notre assentiment. C'est le principe du garde à la porte de l'esprit d'Épictète. Ce n'est pas de la répression, mais une sélection consciente. Cultiver la discipline mentale, c'est aussi s'engager dans des pratiques qui renforcent notre résilience. Cela peut être de se confronter volontairement à un léger inconfort, prendre une douche froide de temps en temps, marcher au lieu de prendre les transports pour un court trajet, jeûner occasionnellement. Pourquoi? Non pas pour souffrir, mais pour se rappeler que nous sommes capables de supporter plus que ce que nous pensons, que notre bonheur ne dépend pas d'un confort incessant, et que nous pouvons nous détacher de certaines dépendances matérielles ou hédonistes. C'est une forme d'entraînement à l'austérité, une manière de renforcer notre esprit contre les chocs plus rudes que la vie nous réserve, inévitablement. En pratiquant la discipline mentale au quotidien, vous ne construisez pas seulement des habitudes, vous forgez un caractère inébranlable. Filtrez les informations qui troublent votre esprit. Dans l'Antiquité, le monde était déjà bruyant, rempli de rumeurs, de potins et de nouvelles souvent déformées. Les stoïciens savaient que l'esprit humain est incroyablement perméable et que ceux que nous laissons entrer en lui façonnent notre paix intérieure. Si la discipline mentale est la culture de notre jardin intérieur, filtrer les informations, c'est en protéger les portes et les murs. Aujourd'hui,
Cette nécessité est devenue 1000 fois plus pressante. Nous vivons dans une ère d'infobésité, où chaque instant est une occasion d'être bombardé de titres sensationnels, de mises à jour incessantes, de commentaires acerbes et d'images choquantes. Cette avalanche d'informations n'est pas neutre. Elle a un coût psychologique énorme. L'exposition constante à des nouvelles négatives, aux drames des autres, aux comparaisons sociales idéalisées ou aux polémiques incessantes peut engendrer de l'anxiété, de la colère, du découragement et une sensation d'impuissance. Notre esprit n'est pas conçu pour traiter un tel volume de données, et encore moins pour absorber autant de négativité sans en être affecté. C'est comme vouloir maintenir une eau claire dans un bassin en y jetant continuellement de la boue. Pour les stoïciens, une grande partie de notre trouble vient de nos jugements sur les événements, mais aussi de l'attention que nous leur accordons. Si nous permettons à chaque rumeur, à chaque commentaire haineux, à chaque drame lointain de pénétrer notre conscience sans filtre, nous abandonnons la maîtrise de notre paix intérieure. La question n'est pas de s'isoler du monde, mais de choisir délibérément ce que nous laissons entrer dans notre citadelle intérieure. Comment mettre cela en pratique dans le monde moderne? Premièrement, soyez un curateur conscient de votre attention. Considérez votre esprit comme un filtre sélectif, non comme une éponge passive. Posez-vous ces questions avant de consommer une information. Est-ce que c'est sous mon contrôle? Est-ce que c'est utile pour mon développement ou pour agir de manière vertueuse? Est-ce que cette information est vérifiée et objective ou cherche-t-elle juste à provoquer une réaction émotionnelle? Si la réponse est non à la plupart de ces questions, il est peut-être sage de passer votre chemin. Deuxièmement, limitez votre exposition aux sources d'informations toxiques. Cela inclut les réseaux sociaux, les chaînes d'information en continu qui se nourrissent de la sensationnalisme, et même certains groupes de discussion ou personnes qui ne font que se plaindre ou propager des angoisses. Si un compte sur les réseaux sociaux vous laisse systématiquement un sentiment d'irritation, d'infériorité ou de colère, il est temps de le mute ou de le unfollow. Si une source d'information vous submerge de négativité sans offrir de perspective ou de solution, réduisez-en la consommation. Il ne s'agit pas d'éviter les réalités difficiles, mais de ne pas se noyer dans un flot constant et souvent inefficace de préoccupations qui ne sont pas de votre ressort. Troisièmement, instaurez des périodes de jeûne informationnel. Définissez des moments de la journée où vous vous déconnectez complètement. Pas de notifications, pas de réseaux sociaux, pas de nouvelles. Le matin, permettez à votre esprit de s'éveiller dans le calme, de se préparer à la journée sans être immédiatement envahi par le bruit du monde. Le soir, accordez-vous un temps de déconnexion avant de dormir, pour laisser votre esprit se reposer et traiter les informations importantes de la journée. Plutôt que d'être agité par un dernier flux de nouvelles, ces pauses permettent à votre esprit de respirer, de se recentrer et de retrouver sa clarté. Quatrièmement, privilégiez les informations qui vous nourrissent, vous élèvent ou vous permettent d'agir. Cherchez des sources fiables et équilibrées, des contenus qui stimulent la réflexion, qui offrent des perspectives constructives ou qui vous aident à comprendre le monde avec plus de nuances. Cela peut être la lecture d'un livre profond, l'écoute d'un podcast éducatif ou des discussions significatives avec des personnes bienveillantes. L'idée est de remplacer le bruit par de la musique pour l'âme. Le filtrage des informations n'est pas un signe d'ignorance ou de naïveté. Au contraire, c'est un acte de sagesse et de force. C'est reconnaître la valeur inestimable de notre paix intérieure et la protéger activement. C'est une démarche pour s'assurer que notre esprit reste un terrain fertile pour la raison et la vertu, plutôt qu'un dépotoir pour les émotions négatives générées par un monde surconnecté. En choisissant consciemment ce que vous laissez entrer, vous reprenez le contrôle
de votre environnement mental et par extension, de vos émotions. S'entourer de personnes inspirantes. L'être humain est, par nature, un animal social. Nos interactions façonnent nos pensées, nos comportements et même notre vision du monde. Les stoïciens, bien qu'individuellement axés sur la maîtrise de soi, ont toujours reconnu l'importance cruciale de la communauté. Sénèque, dans ses lettres à Lucilius, insiste sur la nécessité de bien choisir ses amis, car leur influence est immense. Il écrivait « Associe-toi à ceux qui sont susceptibles de te rendre meilleur. Accueille ceux qui peuvent t'améliorer. » Dans un monde moderne où les réseaux sociaux nous donnent l'illusion de connexions multiples et superficielles, la qualité de nos relations réelles est plus que jamais un pilier de notre équilibre émotionnel. Imaginez une pomme saine placée au milieu de pommes pourries. Combien de temps restera-t-elle intacte? La réponse est évidente, très peu. De même, si nous nous entourons constamment de personnes négatives, cyniques, plaintives ou dramatiques, il est inévitable que leur état d'esprit déteigne sur le nôtre. Leur pessimisme peut éroder notre optimisme, leur colère peut attiser la nôtre, et leur désespoir peut miner notre résilience. Ces influences toxiques agissent comme des siphons énergétiques, drainant notre paix intérieure et nous éloignant de nos objectifs de croissance personnelle. À l'inverse, s'entourer de personnes inspirantes, c'est choisir des compagnons qui nous élèvent, qui nous stimulent à être une meilleure version de nous-mêmes. Ce sont ceux qui incarnent les vertus que nous aspirons à cultiver. La sagesse, le courage, la justice, la tempérance. Leurs exemples nous montrent ce qui est possible. Leurs encouragements nous donnent la force de persévérer. Et leurs perspectives nous aident à voir au-delà de nos propres limites. C'est un cercle vertueux. En fréquentant des personnes qui recherchent la vertu, nous sommes nous-mêmes poussés à la pratiquer. Comment identifier ces personnes inspirantes et comment cultiver de telles relations? Premièrement, évaluez vos relations actuelles. Prenez un moment pour réfléchir aux personnes avec lesquelles vous passez le plus de temps. Comment vous sentez-vous après avoir interagi avec elles? Sont-elles source d'énergie ou vous laissent-elles épuiser? Vous incitent-elles à la réflexion et à l'action constructive ou à la plainte et au jugement? Ce n'est pas un exercice de jugement moral, mais de préservation de soi. Il ne s'agit pas de rejeter brutalement les gens, mais de reconnaître l'impact qu'ils ont sur vous et d'ajuster votre engagement en conséquence. Deuxièmement, fixez des limites claires avec les influences négatives. Il n'est pas toujours possible de couper complètement les ponts avec certaines personnes, qu'il s'agisse de membres de la famille ou de collègues. Dans ces cas, la stratégie stoïcienne est de gérer la situation en fixant des limites saines. Cela peut signifier réduire le temps passé avec elles, éviter certains sujets de conversation qui mènent inévitablement à la négativité, ou simplement changer votre propre réaction intérieure à leurs paroles, en vous rappelant que leur trouble ne doit pas devenir le vôtre. Vous ne pouvez pas contrôler leur comportement, mais vous contrôlez toujours votre assentiment et la manière dont vous y répondez. Troisièmement, recherchez activement des mentors et des modèles. Ces personnes ne sont pas toujours celles de votre entourage immédiat. Elles peuvent être des auteurs, des philosophes, des figures historiques ou des personnalités publiques dont vous admirez la sagesse et la force. Lisez leurs écrits, écoutez leurs paroles, étudiez leur vie. Ils deviennent des amis philosophiques qui vous guident. Dans votre vie réelle, cherchez des personnes qui ont déjà atteint un certain niveau de maîtrise émotionnelle ou de sagesse et essayez d'apprendre d'elles, de les observer. La mentorat est une voie royale vers l'amélioration de soi. Quatrièmement, cultivez des relations basées sur la vertu et le soutien mutuel. Cherchez des amis avec qui vous pouvez avoir des conversations profondes, qui partagent vos valeurs de croissance, d'honnêteté et de résilience. Des amis qui peuvent vous offrir une critique constructive, sans animosité, et qui vous soutiennent dans vos efforts pour devenir meilleur. Ces relations
sont des ancres dans la tempête, des phares qui vous aident à naviguer. Partagez vos réflexions, vos défis, vos apprentissages. C'est dans cet échange que l'on se fortifie mutuellement. Enfin, soyez vous-même une personne inspirante. La réciprocité est fondamentale. En vous efforçant d'incarner les vertus stoïciennes, en devenant vous-même une source de calme, de sagesse et de force pour votre entourage, vous attirez naturellement des personnes partageant les mêmes valeurs. Votre propre transformation devient une lumière pour les autres. Et c'est dans cette dynamique positive que se construit une véritable communauté vertueuse. Choisir son entourage n'est pas un acte égoïste. C'est un acte de sagesse qui reconnaît l'interconnexion de nos vies et notre responsabilité de protéger notre esprit et notre cœur. Nous avons parcouru ensemble un chemin, de la distinction de ce qui est sous notre contrôle à la maîtrise de nos impulsions. En passant par la discipline mentale quotidienne, le filtrage des informations qui troublent notre esprit, et le choix conscient de notre entourage. Ces 5 habitudes ne sont pas des recettes magiques, mais des piliers, des fondations sur lesquelles construire une vie de sérénité et de force. Elles ne promettent pas l'absence de difficultés, mais la capacité inébranlable à y faire face. Le stoïcisme, au fond, n'est pas une doctrine de l'indifférence, mais un art de la vie. Un entraînement pour cultiver ce qui est vraiment en notre pouvoir, notre jugement, nos actions, nos intentions. Il nous invite à ne pas être des passagers passifs de notre existence, ballottés par les vagues des événements extérieurs, mais les capitaines résolus de notre navire intérieur. Comme Épictète nous le rappelait si bien. Ce ne sont pas les choses elles-mêmes qui nous troublent, mais l'opinion que nous en avons. Et cette opinion, cette interprétation, cette réaction est toujours à notre portée. Alors, je vous pose cette question, non pas pour une réponse facile, mais pour une introspection profonde. Parmi ces 5 habitudes, quelle est celle qui résonne le plus en vous en ce moment? Quelle est la première action, aussi minime soit-elle, que vous allez poser dès aujourd'hui pour transformer votre paysage émotionnel et vous rapprocher de cette liberté intérieure? Le chemin est long, l'entraînement est constant, mais chaque pas compte. Partagez vos réflexions dans les commentaires. Votre expérience peut éclairer celle d'autres personnes sur ce même chemin. Si cette vidéo vous a apporté de la valeur, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines explorations de la sagesse stoïcienne et de son application à notre vie moderne. Merci de votre présence et de votre engagement sur cette voie.